Le Dash 8, le Saab 340, l'Embraer 120, l'ATR 72. Ils remplissaient autrefois le ciel américain. Aujourd'hui, presque disparus. Les turboprops sont toujours présents en Europe, au Canada, en Asie du Sud-Est, en Australie, partout sauf aux États-Unis. Et voici ce qui est étrange, l'Amérique est le plus grand marché aérien du monde. Une terre désolée pour les turboprops. À la fin des années 90, les compagnies régionales américaines exploitaient plus de 1700 turboprops de grande taille. Aujourd'hui, il en reste moins de 50 en service régulier passager. Alors, pourquoi toute une catégorie d'avions a-t-elle disparu dans le pays qui a le plus besoin de connexions régionales ? Ce n'est pas parce qu'ils sont lents, ni dangereux, ni une vieille technologie. La vraie raison tient à la psychologie des passagers, à des contrats syndicaux dont la plupart des voyageurs n'ont jamais entendu parler, et à un avion qui aurait pu tout changer mais n'a jamais percé le marché américain. Décortiquons pourquoi les États-Unis ont construit un système aérien sans place pour les turboprops. Les turbopropulseurs n'ont pas toujours eu du mal aux États-Unis. Après la déréglementation du secteur aérien en 1978, des centaines de nouvelles compagnies régionales ont vu le jour. À la fin des années 1990, les compagnies régionales américaines utilisaient encore des turboprops, mais leur nombre diminuait doucement. Vous réservez un vol, vous arrivez à la porte d'embarquement, et au lieu d'un jet, vous voyez des hélices. Pour la plupart des Américains, ce moment déclenche une réaction immédiate. Des petits aéroports, des vols chaotiques, des cabines bruyantes, des souvenirs de vieilles compagnies régionales que personne ne voulait prendre. Dans l'esprit américain, les jets riment avec premium. Les turbopropulseurs veulent dire dépasser. Même quand les turbopropulseurs consomment moins de carburant sur des trajets courts, les passagers les rejettent d'emblée. Les compagnies ont dû faire face au fait que certains voyageurs refusaient tout simplement les turbopropulseurs, les voyant comme inférieurs malgré leur meilleure efficacité. La psychologie a tué l'économie. Les compagnies régionales avaient besoin d'une image cohérente. Les turbopropulseurs ne ressemblaient pas à une extension de la ligne principale. Ils semblaient être une seconde classe. Mais la perception des passagers seuls ne peut pas tuer toute une catégorie d'avions. Il y a quelque chose de plus profond, et tout commence par la géographie. Les turbopropulseurs sont imbattables sur les vols de moins de 300 à 400 miles. C'est leur zone idéale. Mais jetez un œil à la carte des États-Unis. Charlotte à Salisbury, Maryland, bien sûr, les turbopropulseurs sont parfaits. Mais ce n'est pas vraiment ça, le vol régional américain. La plupart des villes sont séparées de 500 à 600 miles. Certaines liaisons régionales dépassent largement l'autonomie des turboprops. Des trajets comme Chicago-Minneapolis ou Dallas-Abilene étaient autrefois le royaume des turboprops dans les années 90. Aujourd'hui, on y trouve surtout des E75 ou CRJ 900, voire des avions plus gros comme l'A320 ou le 737. Contrairement au Canada ou à l'Australie, les villes américaines bénéficient d'infrastructures. Des pistes longues, des aéroports qui sont adaptés aux jets, de la place pour les gros avions. Les turboprops sont parfaits lorsque les pistes sont courtes et les aéroports isolés. Ce n'est pas le cas en Amérique. Le climat ajoute un autre élément. Des hivers rocheux dans les montagnes, des orages au Midwest, du verglas sur la côte Est. Les jets gèrent mieux ces conditions de façon plus régulière. Les turboprops volent plus bas, là où le mauvais temps est le plus virulent. Ils naviguent généralement en dessous de 20 000 pieds, pile dans la zone où le temps est le pire. Les jets régionaux américains montent vite au-dessus des turbulences, ce qui offre un vol plus doux sur ces mêmes trajets. Une grande partie du territoire américain n'a tout simplement pas besoin de turboprops, contrairement à d'autres pays. Les États-Unis manquent des milliers d'aéroports isolés aux pistes courtes qui maintiennent les turboprops en vie en Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les pays nordiques ou dans le Grand Nord canadien. Mais la géographie et la psychologie ne racontent qu'une partie de l'histoire. La vraie raison pour laquelle les turboprops ont disparu tient au contrat des syndicats de pilotes. Les grandes compagnies aériennes américaines ne desservent pas elles-mêmes les lignes régionales. Elles les sous-traitent. United Express, American Eagle, Delta Connection. Ce ne sont que des marques, le vol réel étant assuré par leurs partenaires. Mais voici le piège. Les syndicats de pilotes des grandes compagnies imposent des clauses de portée, des limites contractuelles strictes sur la taille et le poids des avions que leurs partenaires régionaux peuvent piloter. Entre 2012 et 2015, les assouplissements de ces clauses chez American, Delta et United ont tout abouti à un plafond strict de 76 sièges et environ 39 000 kg de masse maximale au décollage pour les partenaires régionaux,
aucune exception. Ces règles visaient à protéger les emplois des pilotes principaux. Mais cela a eu un effet inattendu, ça a créé toute une industrie. Bombardier et Embraer ont conçu des avions spécialement pour exploiter ces limites. Le CRJ 700, le CRJ 900, le 175. Aujourd'hui encore, Embraer vend le 175 aux compagnies régionales américaines. Pourquoi ? Parce qu'il exploite parfaitement les plafonds de la clause de portée. Les turboprops ne rentrent pas dans ces critères. Trop limités, trop inefficaces avec les mêmes coûts d'équipage. Les compagnies ont opté pour des jets de 70 à 76 sièges, maximisant leurs revenus tout en respectant les restrictions syndicales et gardant une flexibilité réseau. Et puis, il y a le salaire des pilotes. Piloter des jets, c'est mieux payé. Meilleure progression pro, plus de prestige. Tout le monde veut piloter des jets. Les compagnies suivent les talents. Le système des clauses de portée n'a pas juste découragé les turboprops, il les a tués. Même le programme fédéral subventionné du service aérien essentiel, créé pour desservir de petites communautés, est passé presque intégralement des turbopropulseurs de 19 places aux jets de 50 places ces 15 dernières années, car passagers et pilotes les préfèrent. Le bombardier Q400-8 était différent. Il vole à 360 nœuds, à peine plus lent que les jets régionaux, avec 74 à 90 sièges selon la configuration, la norme étant 82 sièges. La réduction active du bruit et des vibrations le rendait vraiment plus silencieux et plus doux que les vieux jets régionaux. Bombardier vendait le Q400 comme le turboprop le plus silencieux jamais construit. Mais les passagers américains s'en fichaient dès qu'ils voyaient les hélices. La consommation de carburant était moindre sur les courts trajets. Sur le papier, tout jouait en sa faveur, mais les passagers américains n'y ont jamais cru. Ils voyaient les hélices et avaient déjà décidé. Le marketing a échoué. L'image de la marque l'a tué. Malgré une meilleure insonorisation et une consommation plus efficace que les jets concurrents, le Q400 ne pouvait pas lutter contre la psychologie américaine. Porter Airlines à Toronto a montré aux passagers les avantages du Q400. Une fois essayé, les doutes disparaissaient, mais Porter l'exploitait depuis Toronto Billy Bishop, pas sur le marché américain. Les compagnies américaines n'ont pas réussi à répéter ce succès. Le Q400 avait aussi d'autres soucis, des vitesses d'atterrissage très élevées. Sa vitesse d'atterrissage qui allait jusqu'à 130 nœuds limitait son usage sur beaucoup de petits aéroports, ce qui est ironique, car cela affaiblit une grande force traditionnelle des turboprops. Les compagnies peinaient à justifier les coûts sous les modèles économiques américains. Puis est venue la chute opérationnelle. Colgan Air, l'un des plus gros opérateurs américains de turboprop, a fait faillite en 2012 après des années à voler sur Saab 340 et Q400 pour Continental Connection et United Express. Elle a arrêté ses vols en septembre avec son dernier vol turboprop partant de Washington Dulles pour Albany. Republic Airways a repris brièvement les opérations Q400 mais les a stoppées en 2016. Horizon Air a retiré son Q400 en début 2023. American Eagle a abandonné Saab 340, ATR et Dash 8 en 2018. Silver Airways était le dernier transporteur continental américain volant encore sur turboprop de 34 à 50 sièges, mais son avenir est incertain suite à sa faillite. Aujourd'hui, les seuls grands turboprops civils aux États-Unis seront les ATR 42-600 Premium à 30 sièges de JSX, dont le lancement est prévu pour décembre 2025. L'ère du Q400 s'est terminée en silence. Malgré l'excellence de l'avion à l'échelle mondiale, il n'a jamais percé le marché américain. Bombardier a complètement quitté le secteur des turboprops en 2019 et vendu le programme Dash 8 à De Havilland Canada. ATR est désormais le seul fabricant occidental actif, mais sa présence aux États-Unis est inexistante. Et puis, quelque chose est arrivé qui a scellé le sort des turboprops à jamais. Au début des années 2010, les turbopropulseurs avaient un avantage clair, des coûts d'exploitation plus bas. Puis cet avantage a disparu. Les compagnies régionales ont été confrontées à une énorme pénurie de pilotes. Beaucoup annoncent maintenant une rémunération totale la première année entre 70 000 et 100 000 $, bonus inclus. Il y a 20 ans, moins de 30 000 $. Il a fallu augmenter les salaires, offrir des primes, même payer la formation. Le coût d'exploitation des petits avions a explosé. Durant la crise des pilotes dans les années 2010, les régionales ont découvert que les jets étaient beaucoup plus faciles à pourvoir. Les nouveaux pilotes cherchaient du temps de vol moteur à turbine qui comptait pour l'ATPL et un chemin plus rapide vers le siège gauche d'un 737 ou d'un A320. Pendant ce temps, les jets régionaux modernes sont devenus suffisamment bons, plus économes en carburant, plus silencieux,
plus rapide, plus facile à planifier, des coûts d'équipage comparables. Voici le calcul des compagnies. Si les pilotes coûtent pareil, quel que soit l'avion, autant prendre plus de place. Le RJ-145 transporte 50 passagers. Les turbopropulseurs modernes, comme l'ATR-72, en accueillent jusqu'à 72. Mais le jet vole 150 nœuds plus vite, dessert des routes plus longues, et les passagers préfèrent voler dessus. Les jets gagnent à tous les coups. Les turbopropulseurs ont perdu leur avantage coût dès que le personnel est devenu la dépense majeure. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Pensez aux grands hubs américains. Atlanta, Chicago O'Hare, Dallas Fort Worth, Denver, Los Angeles. Ces aéroports doivent être ultra efficaces. Chaque porte compte. Chaque créneau est précieux. Un turboprop transporte moins de passagers mais occupe la même porte qu'un jet. Ça ralentit le trafic. Ça complique l'exploitation. Les règles sur le bruit n'ont pas aidé non plus. Même les turboprops silencieux faisaient face à l'opposition des riverains. Des clichés dépassés. La pression politique des habitants qui se souvenaient des turboprops bruyants des années 80. L'infrastructure de maintenance a aussi fait pencher la balance. La plupart des MRO US au service des flottes régionales sont maintenant adaptés au CRJ et E-Jet. Les pièces et le savoir-faire pour turboprop sont devenus rares et chers. Les terminaux modernes américains sont conçus pour les jets. Des ponts pour les jets, pas d'escalier, pas de parking éloigné. L'infrastructure elle-même rejette les turboprops. Les Américains veulent des jets sur tous les vols. Même pour des trajets de 25 minutes, même pour des itinéraires qui n'ont aucun sens économique en jet. Les passagers les réclament quand même. Les compagnies ne peuvent pas vendre de turbopropulseurs à des tarifs compétitifs parce que les clients les rejettent carrément sans même regarder une seule spécification. Les accidents de turbopropulseurs très médiatisés dans les années 90 et 2000, comme le Colgan 3407, ont ancré un doute persistant sur la sécurité, même si les turbopropulseurs modernes sont statistiquement aussi sûrs que les jets. Ces différences perçues comptent pour les consommateurs américains. La pressurisation, la douceur, le bruit en cabine, la perception de la sécurité. Dans l'esprit des passagers, les jets gagnent dans toutes les catégories, peu importe la réalité. United, Delta et American veulent une image de marque cohérente. Leurs partenaires régionaux doivent ressembler aux vols principaux. Ça veut dire des jets. Point final. Pas de compromis. Alors, pourquoi les turbopropulseurs ne sont-ils pas populaires aux États-Unis ? Ce n'est pas qu'une seule raison, c'est tout un ensemble. La culture privilégie le confort et le prestige des jets. Les clauses de portée favorisent les jets de 50 à 76 places. La géographie préfère les jets pour les longues distances. Les hubs américains ne sont pas adaptés pour les turboprops. La pénurie de pilotes rend les petits avions non rentables. La structure des compagnies régionales pousse vers les jets. L'économie du Q400 et de l'ATR faiblit face aux coûts américains. Le marketing n'a pas su mettre en avant les atouts des turboprops. Chaque élément renforce les autres. Supprimer une barrière et 5 restent encore. Ce n'est pas que les turboprops soient moins bons. C'est juste qu'ils ne correspondent tout simplement pas à l'écosystème aéronautique américain. Un carré dans un rond, rejeté en même temps par les passagers, l'économie, l'infrastructure. Mais pourrait-il revenir potentiellement un jour ? La technologie pourrait tout changer. Une propulsion hybride électrique, des hélices ultra silencieuses, une consommation de carburant réduite. Ces avancées pourraient redonner vie aux turbopropulseurs d'ici 15 à 20 ans. ATR affirme que ces turbopropulseurs coûtent 30% moins par siège à exploiter que les jets de 50 places. La société convainc activement les compagnies américaines avec des cabines modernisées, des intérieurs améliorés, des cabines plus silencieuses. Un marketing qui est axé sur l'efficacité, pas sur la nostalgie. ATR prévoit une demande allant jusqu'à 300 turbopropulseurs aux États-Unis dans les 20 prochaines années. Ils ont conçu une version 50 places spécifique aux US avec une cabine triple classe, des portes compatibles avec les passerelles et un espace généreux en soute. L'opérateur charter JSX a récemment commandé des ATR 42-600 pour ses vols charter publics, marquant l'entrée d'ATR sur ce marché américain. Même les améliorations impressionnantes de la série 600, l'éclairage LED d'ambiance, les grands compartiments, les sièges neufs, n'ont pas encore séduit les voyageurs américains. Et à l'échelle mondiale, les turbopropulseurs aident à atteindre des objectifs d'émissions stricts, mais les grandes compagnies américaines privilégient toujours leur image de marque et la ponctualité plutôt que l'écologie. Mais les chiffres racontent une autre histoire.
Les compagnies régionales américaines exploitent environ 70 jets régionaux de 50 places contre environ 800 il y a 10 ans. Ces avions vieillissent et partent vite à la retraite. Par quoi les remplacent-ils ? Par des jets régionaux plus gros, non pas par des turbopropulseurs. À moins que les clauses de portée changent, ce qui n'est pas prévu pour tout de suite, mais aussi que les mentalités des passagers évoluent, ce qui est encore moins probable, les jets continueront à régner sur les lignes régionales américaines. Ce système est complètement verrouillé. Le renouveau du turbopropulseur ne viendra pas. Pas en Amérique. Pas de sitôt, en tout cas. Les missions autrefois dévolues aux turbopropulseurs pourraient bientôt être confiées aux avions à hydrogène. Dans 15 ans, le créneau régional de 100 à 300 milles nautiques pourrait carrément zapper les turbopropulseurs pour passer directement aux avions électriques ou hybrides électriques. Les turbopropulseurs sont efficaces, sûrs, parfaits pour les vols courts. Mais l'aviation, ce n'est pas qu'une question d'ingénierie. C'est aussi de la psychologie, de l'économie, de la politique. Tout ça s'entremêle parfois de manière illogique. Au Canada, WestJet encore exploite 39 Q400, ce qui en fait l'un des plus gros opérateurs en Amérique du Nord. Air Canada les utilise à travers tout le pays. Les passagers les acceptent. Les compagnies en tirent profit. Personne ne remet ça en question. Dans la plupart des pays, les turboprops sont indispensables. De vrais chevaux de bataille, le choix malin pour connecter les régions. Mais aux États-Unis, ils sont devenus des symboles d'une époque révolue. Une époque dont l'industrie s'est détournée, que les passagers ont rejeté, que l'économie ne pouvait plus justifier. C'est pour ça que les turboprops ne font pas fureur aux US. Non pas parce qu'ils sont inférieurs, non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce que l'Amérique a construit un système aérien qui ne leur laisse aucune place. Et ce système ne change pas.